Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. La situation se tend des deux côtés de l'Atlantique. En France, l'extrême droite est sur le point de faire une percée historique à l'Assemblée nationale. Si les derniers sondages montrent que le Rassemblement national et ses alliés pourraient ne pas atteindre la majorité absolue, jamais la Chambre basse n'aura vu autant de députés d'extrême droite dans ses travées, une performance dont on peut craindre les conséquences sur la fin du second mandat d'Emmanuel Macron. Aux États-Unis, Donald Trump est poussé par des vents très favorables. Le 1er juillet, la Cour suprême a statué en faveur d'une immunité présidentielle qui lui donne l'avantage dans les procédures judiciaires lancées à son encontre, procédures qui n'iront pas à leur terme avant l'élection de novembre. Son adversaire démocrate, Joe Biden, lui, est en position délicate depuis le débat du 27 juin dernier. Son état de santé inquiète le camp démocrate et les médias américains doutent à haute voix de sa capacité à assurer un nouveau mandat de 4 ans. Et malgré les appels au désistement et des sondages de plus en plus défavorables, le président en titre ne compte pas se retirer du jeu. En Europe, enfin, c'est un pays proche de Vladimir Poutine qui prend la présidence de l'Union pour 6 mois, la Hongrie de Viktor Orban. Viktor Orban qui s'est empressé de se rendre à Kiev pour exhorter l'Ukraine à entreprendre des négociations en vue d'un cessez-le-feu et qui pourrait ensuite se rendre à Moscou. Bref, les partisans de Poutine étendent leur emprise sur l'Occident et pourraient se retrouver prochainement en situation de force. Notons toutefois une éclaircie dans ce marasme illibéral, la victoire écrasante au Royaume-Uni des travaillistes lors des élections générales du 4 juillet, qui ont vu aussi, il faut le préciser, une nette percée de l'extrême droite britannique. Alors pour commencer, Jean-Marie, Alain, est-ce qu'il serait exagéré de dire que nous sommes dans un alignement des planètes très défavorable à la démocratie libérale ? Oui, c'est vrai, et en même temps, il y a des signes d'amélioration et de recul de la vague populiste ou national-populiste. Le premier recul que l'on a enregistré, c'est aux élections européennes en Hongrie. On a parlé de Orban tout à l'heure, on en reparlera, mais en Hongrie, pour la première fois, un opposant a fait 30%. Alors c'est moins que les 40% ou 40 et quelques pourcents d'Orban, mais c'est quand même 30%, ça n'est pas rien. Et c'est quand même pas un opposant très démocrate non plus. Oui, mais ça n'est pas rien dans un pays où le processus électoral était à ce point contrôlé. Donc il y avait déjà eu la défaite d'Orban à la municipalité de Budapest, et maintenant il y a un opposant sur le plan national qui est très conservateur, qui est ouvertement contre les atteintes à l'état de droit. Donc ça n'est pas négligeable. De la même façon, la Pologne a tourné le dos au national-populisme pour revenir dans un cadre qui est un cadre plus démocratique et plus traditionnel dans l'Union européenne en tout cas. Et on peut même regarder les élections italiennes parce que dans les élections italiennes, bien sûr, Giorgia Meloni a réussi à installer une popularité non négligeable et stable. Mais en revanche, aux élections municipales qui ont accompagné les élections européennes, beaucoup de municipalités sont soit restées à gauche, soit passées à gauche. À l'inverse des mouvements les plus populistes, comme la Ligue de Matteo Salvini, qui ont reculé, et qui ont reculé de façon assez sensible. En Espagne, le gouvernement socialiste a fini par réussir à se faire conforter par les électeurs. Donc voilà, et l'Europe du Nord aussi. Aux élections européennes a vu un recul des forces populistes, même si, à l'inverse, il y a eu la Hollande, qui a aujourd'hui une coalition au gouvernement qui est une coalition où l'extrême droite est très présente, mais n'a pas le poste de Premier ministre. Et enfin, l'Angleterre qui a fait sa cure de populisme avec le Brexit, qui a culminé avec le Brexit et qui finalement voit un retournement complet de l'opinion britannique qui revient vers la tradition démocratique qui n'est pas celle qui était incarnée par les partisans du Brexit. Donc voilà, c'est quand même un paysage contrasté. Même si dans ce contraste, il y a évidemment un gros point noir qui sont les États-Unis et qui sont évidemment le fait que Donald Trump semble de plus en plus dominer la perspective de l'élection présidentielle. Ça, c'est un problème majeur et qui, s'il se confirmait, aurait évidemment des conséquences très très lourdes, y compris en Europe. Mais donc voilà, le pire n'est jamais sûr. Je crois aussi qu'on assiste dans les démocraties libérales, aux États-Unis comme en Europe, à une transmutation de la droite. Ça veut dire quoi aujourd'hui être à droite? Et je dirais que tous ces partis, nous parlons de l'émergence d'une extrême droite, mais en fait,
C'est certainement une droite extrême, mais c'est une droite qui se retrouve un peu partout, aux États-Unis comme en Europe, sur les mêmes thèmes. C'est-à-dire l'immigration, quelquefois en flirtant très sérieusement avec la xénophobie, c'est-à-dire l'étatisme. Ce n'est pas une droite mécaniquement libérale sur le plan économique, c'est une droite partisane d'une intrusion très forte de l'État dans la vie économique et sociale. C'est une droite qui n'est pas internationaliste parce qu'elle est nationaliste, c'est-à-dire l'intérêt qui prédomine, c'est l'intérêt national défini le plus étroitement possible, avec une très large indifférence, sinon hostilité au monde extérieur. C'est une droite qui se reconnaît dans le type de leadership de Poutine, conservatisme sociétal, comme on dit maintenant, des valeurs, etc., renouveau d'une sorte de religiosité, ultranationalisme, et naturellement illibéralisme sur le plan de la vie publique. Et enfin, c'est une droite aussi qui se reconnaît dans Donald Trump. Je pense qu'il y a une transmutation de ce que ça veut dire être à droite aujourd'hui, à la fin de ce premier quart du XXIe siècle. Et la droite libérale telle qu'on l'entendait, elle est un peu partout, je ne dis pas qu'elle a dit son dernier mot, mais elle est un peu partout sur le reflux. On le voit d'ailleurs en France avec les derniers sondages en vue des législatives, du deuxième tour des législatives, avec des LR qui sont réduits à leur portion congrue et des projections qui donnent finalement une majorité absolue incertaine pour le Rassemblement national. Est-ce qu'on peut se dire que le danger d'une majorité absolue pour le RN est écarté, vu les politiques de retrait qu'il y a eu dans de multiples circonscriptions? Non, on peut pas le dire de façon catégorique parce que il faut attendre le vote du dimanche 7 juillet pour être au clair sur le véritable rapport des forces. Parce que c'est vrai qu'à la surprise générale, d'ailleurs, il y a eu un fort mouvement de retour à ce que l'on appelle en général le Front républicain, qui consiste à éviter pour le second tour de donner ses voix au Rassemblement national, selon la célèbre formule attribuée à Charles Pasqua, qui lui-même la tenait d'autres spécialistes des élections, et qui consiste au premier tour à choisir. Au premier tour, on choisit. Au second, on élimine. On élimine a été très fort et très vigoureux dans l'entre-deux tours. Mais on ne sait pas comment les électeurs vont réagir. Est-ce que les électeurs vont se conformer à ce qu'ont été les attitudes à la fois des leaders et des candidats qui se sont retirés, ou bien est-ce qu'ils maintiendront leur point de vue, ou bien au contraire, pour protester contre ces injonctions, entre guillemets, est-ce qu'ils n'iront pas au contraire plutôt vers un vote Rassemblement national? Et pour achever de douter de tout cela, il faut faire référence aux élections de 2022, les élections législatives de 2022, donc après la réélection d'Emmanuel Macron, où un certain nombre de sondages, sur la foi des projections habituelles des désistements, accordaient 40 sièges au Rassemblement national. Ils en ont eu plus de 80. Et ils en ont eu plus de 80 parce que les reports de voix n'ont pas été ceux qui étaient attendus ou ceux qui étaient demandés par les candidats qui se retiraient. Donc attention à ne pas avoir le même genre de phénomène le 7 juillet et donc de ne pas se retrouver tout d'un coup avec une extrême droite beaucoup plus proche d'une majorité absolue qu'on ne le dit avant le scrutin. En effet, les sondages aujourd'hui considère que la perspective d'une majorité absolue pour le RN a beaucoup reculé et que donc ce serait évidemment très déceptif pour le Rassemblement national. Mais on ne sait pas, encore une fois, si les électeurs se conformeront aux intentions de ceux qui ont dit « moi je me désiste pour ne pas laisser passer le Rassemblement national ». Oui, mais encore faut-il que les électeurs suivent et soient là. Dans le cas où tout se passe bien dimanche et qu'on se retrouve avec une majorité relative du RN, suivie du nouveau Front populaire, du centre ensemble et puis après des dernières composantes de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut imaginer, et c'est une petite musique qui court depuis quelques jours, est-ce qu'on peut imaginer une grande coalition qui irait du nouveau Front populaire sans LFI à la droite parlementaire pour créer et composer un gouvernement qu'on dit technique pour les 2 ou 3 années à venir? En tout cas, il y a un phénomène assez presque drôle en France qui est tout d'un coup, par les médias et par les politiques eux-mêmes, la découverte ou redécouverte de la notion de coalition, qui était évidemment étrangère à la Ve République, puisque la Ve République fonctionne sur la notion de fait majoritaire. Le fait majoritaire s'enclenche derrière une élection présidentielle pour donner au président les moyens de gouverner, avec une constitution qui verrouille un peu tout cela, et surtout un mode de scrutin qui conduit à cela. Et donc on redécouvre la coalition, on se dit mais finalement les Allemands, ça fonctionne toujours par coalition, finalement l'Italie, y compris
avec Giorgia Meloni, c'est une coalition. En Espagne, il y a aussi un semblant de coalition entre les socialistes et les Catalans, et ainsi de suite. Et donc, tout le monde se dit, mais finalement, c'est peut-être cela qui va finir par s'imposer. Au point de départ, il y a un double obstacle à cette idée que puisse naître une coalition. L'obstacle, il est culturel, c'est vraiment hors du système de pensée des politiques en France. On joue le fait majoritaire et on se préoccupe pas de ce qu'aurait dû faire d'ailleurs Emmanuel Macron, constatant qu'il avait qu'une majorité relative. Lui aurait fallu, pour justement pallier les inconvénients de cette majorité relative, former une coalition, ce qu'il n'a pas fait. Donc, obstacle culturel d'abord, et puis ensuite obstacle parce que les positions des uns et des autres sont assez éloignées sur des grands sujets comme par exemple, si on s'allie avec la gauche d'aujourd'hui, enfin ceux qui représentent la gauche, on doit inscrire à son programme l'abrogation de la loi sur les retraites, de la réforme des retraites. Je veux dire, on ne voit pas ce qui restera des troupes macronistes accepter le retrait de la loi sur les retraites. Donc, et puis il y a évidemment d'autres sujets qui peuvent s'ajouter les uns aux autres comme cela. En même temps, nécessité fait loi. Il faudra bien que la France ait un gouvernement. Et donc, si la France doit avoir un gouvernement, ça peut être un gouvernement, en effet, où vous avez une ou deux forces politiques qui s'allient pour gouverner avec le soutien d'autres pour avoir une majorité. C'est-à-dire, plus exactement, pour éviter de subir une motion de censure. Donc, pour éviter que des opposants se coalisent, eux, pour vous faire tomber. On va découvrir cela et on va redécouvrir qu'il peut y avoir une vie au Parlement. On va redécouvrir qu'une partie de nos institutions sont quand même d'inspiration parlementaire. Et il n'y a pas de culture, là encore, il y avait une culture parlementaire très forte sous la 4e République en France, mais qui avait progressivement disparu sous la 5e République, sauf pendant les périodes de cohabitation. Quand Lionel Jospin est Premier ministre de Jacques Chirac, président de la République, Lionel Jospin a beaucoup de pouvoir et la vie politique se concentre au Parlement et les décisions principales sont quand même prises au Parlement, sous l'œil vigilant du président de la République, mais néanmoins, le lieu où cela va se passer, c'est à l'Assemblée nationale, sous l'œil critique ou de contrôle du Sénat. On va redécouvrir aussi que le Sénat a finalement beaucoup de pouvoir pour corriger ce qui pourrait être les errements d'une Assemblée nationale radicale, voilà. Mais tout cela, on peut faire des plans sur la comète aujourd'hui, mais rien ne nous a préparé d'abord à ce qui va se produire, et ensuite, on ne sait pas comment les uns et les autres vont réagir, parce que quand vous avez un résultat, le résultat crée autre chose, crée un autre climat, crée un souffle différent, et tout en découle ensuite. Et aujourd'hui, on ne peut pas mesurer ce que sera le résultat, ni l'impact de ce résultat, compte tenu de ce que l'on a dit, sur l'incertitude qui va régner jusqu'à dimanche 20h et peut-être au-delà. Est-ce que la 5e République est adaptée au scénario que vient de donner Jean-Marie? Est-ce qu'on n'arrive pas au bout d'un système, surtout avec un RN à 30%? Écoutez, la 5e République, elle a fait preuve jusqu'à présent d'une incroyable capacité d'adaptation. Elle a intégré d'abord l'alternance, et puis après l'alternance, elle a intégré la cohabitation. Après la cohabitation, ou pendant une des cohabitations, elle a intégré la réduction du mandat présidentiel, et ainsi de suite. Elle a même eu, à un moment, avec François Mitterrand, lors du premier mandat, la proportionnelle, si je ne me trompe, au moins pour une élection législative. Et donc, la 5e République, elle en a déjà vu beaucoup et elle a fait preuve de sa capacité d'adaptation. Eh bien là, si on revient sur l'hypothèse qu'évoquait très très prudemment Jean-Marie, c'est-à-dire celle d'une coalition, il y a un personnage qui va réémerger à nouveau, qui avait disparu grosso modo entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, encore que, voilà, ce personnage, c'est le Premier ministre. On va se rendre compte que le Premier ministre, il a beaucoup de pouvoir. Et si c'est le Premier ministre qui est lui le maître de la synthèse, texte par texte, de la synthèse qui tient la cohabitation, eh bien, on va s'apercevoir que c'est un homme qui va compter, qui va être véritablement compté, pesé d'un poids déterminant à l'échelon national. Or, comme il y a, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, une relation entre l'action de ce que fait la France à l'intérieur et de ce qu'elle représente à l'extérieur, je pense que vous allez assister parallèlement à une dégradation du poids du président de la République sur la scène internationale, au moins pour ce qui reste du mandat du président Macron. On peut même dire d'ailleurs d'une certaine façon que le président s'est autodissous.
Il a en effet prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale, ce en quoi il a liquidé son propre parti, mais il a aussi amoindri lui-même sa position et ses pouvoirs. Par le regard qu'il a entraîné des Français, il avait quand même un socle de popularité assez stable et assez solide, même très solide, autour de 30-35%. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans la conscience des Français de la confiance qu'ils peuvent faire à un président qui n'a toujours pas été compris, dont les actes pèsent de façon pour le moment négative dans la vie des Français? Difficile de le dire. En tout cas, l'autodissolution n'est pas loin. Est-ce qu'il n'a pas répété l'erreur, 20 ans après, de Jacques Chirac en 2002, qui se fait élire à 80% contre Jean-Marie Le Pen et qui après gouverne à droite sans tenir compte justement de tous ces gens qui avaient voté malgré eux pour lui? Est-ce qu'en 2022, lui-même a été élu et on a une chambre qui a été élue grâce à un barrage au Rassemblement national? Est-ce qu'il n'a pas oublié d'en tenir compte un peu dans les mois qui ont suivi? Oui, non seulement il n'en a pas tenu compte, mais en même temps il a opéré un glissement très accentué à droite, voire au-delà même de la droite. Je pense à sa formule sur les immigrationnistes qu'il dénonçait, qui emprunte très exactement au vocabulaire de l'extrême droite. Mais il a glissé à droite, il s'est positionné en oubliant qu'il a fait roi. C'est absolument vrai. Alors, Jacques Chirac avait fait cette erreur, en effet, mais en même temps, Jacques Chirac n'était pas non plus traumatisé par la perte de l'Assemblée nationale et le fait de devoir gouverner avec Lionel Jospin. Ça ne l'a non tellement peu traumatisé qu'ensuite il s'est fait réélire, donc et qu'il a installé son ami Jean-Pierre Raffarin au gouvernement. Donc voilà, c'est difficile de comparer. Il y a une comparaison qui est pertinente en fait, dont j'emprunte le rappel à Patrick Cohen sur, je crois, la chaîne numéro 5, et qui est la dissolution de 1830 de Charles X, qui est une dissolution qui conduit à la fin des Bourbons à la tête du pays, parce que le pays n'accepte pas cette dissolution et se révolte et obtient le renvoi du roi Charles, et qui est remplacé ensuite par Louis-Philippe. Donc voilà, c'est un acte malheureux, incompris, et qui déclenche une révolution. Et là, on a un acte, en effet, de la part du président Macron, malheureux, et dont on verra jusqu'où vont les conséquences. J'en ai parlé en introduction, les Anglais votaient ce jeudi 4 juillet, c'était des élections générales visant à renouveler la Chambre des communes. On a vu une victoire écrasante des travaillistes, 410 sièges, les conservateurs sont à 131, suivi des libéraux-démocrates à 61, une entrée de l'extrême droite de Nigel Farage avec 13 sièges. Bon, on sait que les conservateurs s'étaient discrédités pendant ces 14 années au pouvoir, mais on sait aussi que la gauche a su s'organiser, Alain. On a vu un Keir Starmer qui a réussi à décorbiniser le Parti travailliste et à proposer un programme qui a su rassembler à gauche et conquérir le Parlement. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas su faire, le nouveau Front populaire? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer en France de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne? Oui, il faut regarder comment il a procédé. D'abord, c'est un élu depuis le début du siècle, donc il a l'expérience de la Chambre des communes. Ensuite, il comprend que pour prendre le leadership dans le Parti travailliste, il faut tenir un discours de gauche, ce qu'il fait dans sa première intervention pour devenir le leader du parti et marginaliser Corbyn. Il est très prudent, il maintient un discours où il retient certaines des options de Corbyn. Et puis, petit à petit, il va, en s'entourant d'ailleurs de collaborateurs ou d'anciens collaborateurs de Tony Blair, et petit à petit, il va donner une inflexion encore moins à gauche, ou relativement moins à gauche, au programme. Et c'est sur ce programme-là, le dernier échelon de cette évolution politique, qu'il est massivement élu. Décorbinisation, mais il a fallu pour ça, pour devenir le patron du parti, quand même tenir un discours assez à gauche. Une fois qu'il est devenu le patron du parti, il faut ensuite s'adresser non plus aux militants, mais aux électeurs. Et là, il tient un discours de centre-gauche, ou que l'on qualifierait de centre-gauche à Paris, et qui revient, si vous voulez, au point fort de Tony Blair, qui était de dire, après les années Thatcher, après les années de diminution de l'État,
et notamment de l'État-providence, eh bien, il y a 2 services publics auxquels les Britanniques sont massivement attachés et sur lesquels il faut mettre le maximum et où l'État doit intervenir puissamment et il faut mettre le maximum de recettes publiques, c'est l'éducation et la santé. Et là, on a le sentiment que petit à petit, après toutes ces années de conservatisme, on a abouti pas seulement au Brexit, mais aussi à une dégradation des services publics considérable, qu'il s'agisse de la santé ou de l'école ou de l'éducation. Et même des infrastructures, d'ailleurs, pourrait-on dire, puisqu'il y avait un plan de rénovation des infrastructures, celui-là qui était dû à Boris Johnson, le conservateur, lorsqu'il a été à un moment à Downing Street, à un moment Premier ministre, mais qui n'a pas encore eu le temps d'être mis en œuvre. Donc il doit être mis en œuvre maintenant, notamment de manière à relier le nord de l'Angleterre à la région de Londres et à sortir, si vous voulez, de ce territoire perdu du royaume qui était devenu le nord du pays. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il gagne. C'est une évolution assez lente. C'est un homme patient. Ce n'est pas un homme très brillant. C'est un homme patient. C'est un élu. Il a son parti en main, son parti obéit. C'est pas à lui qu'on va faire les protestataires dont a été victime François Hollande, par exemple. Je sais plus comment on les appelle. Les frondeurs. C'est pas dans le parti travailliste de Starmer qu'il y a des frondeurs, parce que ceux-là, on les exclut très rapidement. Voilà comment il a assuré cette victoire massive des travaillistes britanniques. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que, au fond, malgré le Brexit, si on regarde les débats en Grande-Bretagne, ils sont rigoureusement semblables aux débats qu'on a en France. Immigration, école, santé. Avec évidemment une dégradation très très impressionnante du service de santé, surtout au sortir de l'épidémie de Covid, une dégradation très visible aussi du système scolaire, et là, une question de l'immigration où là c'en est presque comique, puisque le Brexit a été bâti contre l'immigration, avec une promesse qui était on reprend le contrôle et on va donc contrôler nos frontières et fermer nos frontières. Et quelques années après le Brexit, il y a le double d'immigrés clandestins qu'il n'y en avait avec le Brexit. Donc, mais c'est absolument les mêmes débats qu'en France. Sauf qu'en France, vous avez une gauche qui est prisonnière de Jean-Luc Mélenchon, comme le Parti travailliste a été un temps prisonnier de Jeremy Corbyn. Donc il y a vraiment des leçons à tirer de ce qui se passe en Grande-Bretagne et de la façon dont les Anglais font face, encore une fois, aux mêmes défis que nous. On va partir aux États-Unis maintenant, et je le disais aussi en introduction, le 1er juillet, la Cour suprême a rendu une décision très favorable à Donald Trump dans le cadre de ses procédures judiciaires. Que contient cette décision et qu'est-ce qu'elle peut changer, Alain ? Écoutez, elle peut changer le cours de la vie démocratique aux États-Unis pour très longtemps. Parce que voilà ce qui s'est passé. Comme Donald Trump est poursuivi par le procureur indépendant chargé de l'enquête sur le 6 janvier, il est poursuivi pour tentative de coup d'État juridique, ingérence dans les élections, refus de reconnaître le suffrage universel, etc. Autant de poursuites qui sont naturellement des poursuites criminel. Et il a été inculpé à ce titre. Non pas jugé, mais inculpé. Et puis il en a été de même pour les documents qu'il a volés et stockés chez lui, notamment dans sa salle de bain, dans son manoir hispano-mauresque de Floride, Mar-a-Lago, où il passe son temps, non pas à lire et à étudier, mais à jouer au golf. Et enfin, il y avait une 3e poursuite, elle aussi d'ordre criminel, mais non pas fédéral, local, cette fois-ci, par le procureur de Géorgie, de l'État de Géorgie, où il s'agissait, de la même manière que pour le 6 janvier, il s'agissait de détournement du suffrage des Américains. Trump, les défenseurs de Trump ont saisi d'abord une cour d'appel fédérale, et puis après, comme la cour d'appel leur a été défavorable, ils ont saisi la Cour suprême sur la base suivante. Ils ont dit, le discours du 6 janvier, quand Trump rameute ses partisans, pour leur dire qu'il va se passer quelque chose d'énorme et même de brutal, dit-il dans ses tweets. Eh bien, ce discours du 6 janvier, la façon dont il a préparé la manifestation du 6 janvier, les pressions exercées sur le vice-président pour que le vice-président n'enregistre pas, ne donne pas l'imprimature de l'État fédéral au résultat de l'élection présidentielle, toutes ces pressions aboutissent à cette manifestation du 6 janvier, au discours de Trump, où il dit « Nous allons marcher sur le Capitole », il dit « marcher », nous allons marcher sur le Capitole pour
empêcher les élus de certifier le résultat de l'élection présidentielle, à commencer par le vice-président, qui était en charge de cette cérémonie. Et ses défenseurs ont dit, au fond, lorsqu'il fait ça, il fait ça dans le cadre de son activité de président, puisqu'il est encore président. C'est avant le 20 janvier. Vous savez qu'en Amérique, entre l'élection, qui a toujours lieu le premier mardi de novembre, tous les 4 ans, mais il y a un délai ensuite avant que le président n'entre en fonction. Et pendant ce délai, le président intérimaire, qu'il ait été battu ou qu'il ait déjà fait 2 mandats, et donc il quitte normalement la Maison-Blanche après 2 mandats, le président intérimaire exerce absolument tous les pouvoirs du président, y compris celui d'ordonner une opération militaire. Eh bien donc, dans cet intervalle, Trump est encore le président, il a tous les pouvoirs du président, et lui, Trump dit « Mais c'est de mon devoir de président, ça fait partie de mes prérogatives de dire « Je ne suis pas d'accord avec le résultat de l'élection, je pense qu'il y a eu des fraudes, je pense qu'il ne faut pas qu'on certifie l'élection, et ça fait partie de mes prérogatives de président, et à ce titre, je réclame l'immunité, une immunité judiciaire. » La Constitution américaine, lorsqu'un président se comporte mal, la Constitution américaine prévoit une procédure politique, qui est la destitution. L'enquête est faite par la Chambre des représentants et la décision, la sentence, est décidée par le Sénat. Aucun président n'a jamais été destitué. Certains ont été inculpés par la Chambre des représentants, mais jamais le Sénat n'a corroboré une des destitutions, enfin il y en a eu 2 ou 3, votées par la Chambre. Mais rien sur le plan judiciaire. On a un président qui est surpris à une tentative de je ne sais quoi, de meurtre, en jouant au golf par exemple, il n'est pas content du résultat, il frappe son adversaire à coups de club de golf, ça peut arriver. Eh bien, il n'y a pas de procédure judiciaire. On peut l'inculper et le condamner et le sortir de la Maison-Blanche par la procédure de la destitution, mais il n'y a pas de possibilité de le poursuivre pour un acte sur le plan judiciaire, devant les tribunaux. Et donc, la Cour suprême a dit... On nous demande de statuer sur l'immunité du président. Le président fait valoir qu'il a une immunité, sinon on ne peut pas gouverner. Eh bien, nous allons statuer. En faisant cela, la Cour suprême a considérablement retardé les 3 enquêtes criminelles dont je vous ai parlé, et elle a empêché qu'il y ait un jugement avant l'élection. Et c'est probablement ce qu'elle voulait. C'est une Cour suprême dominée par les conservateurs ou les ultra-conservateurs. Elle a 9 membres. 6 ont été nommés par des présidents conservateurs, dont 3 par Donald Trump, et pour au moins 1 d'entre eux ou 2 d'entre eux dans des conditions limites, absolument limites. Et donc, c'est une Cour suprême qui est ouvertement très conservatrice. Eh bien, cette Cour suprême, elle a déjà, en acceptant de statuer sur l'immunité, elle aurait pu dire, écoutez, non, on se débrouille avec la Constitution, il y a la procédure de destitution, ça suffit. Eh bien non, elle a dit, oui, nous allons examiner cette question de l'immunité et nous allons faire jurisprudence pour tous les présidents. Tant qu'il n'y a pas de texte législatif ou de valeur constitutionnelle. Et elle a dit, le président bénéficie d'une immunité totale pour tous les actes accomplis dans le cadre officiel de ses fonctions, pas dans sa vie privée. Et elle dit, et ce n'est pas à nous de définir le périmètre de ce qui est officiel et de ce qui ne l'est pas. C'est aux tribunaux, c'est pas à nous de le faire. Donc elle a retardé encore plus les possibilités de procès, mais surtout, elle accorde à Trump l'immunité, quasiment, pour son discours du 6 janvier, et donc il est quasiment sûr que Trump ne sera probablement jamais jugé et ne payera jamais le prix de cette tentative de putsch judiciaire. Mais ça va plus loin que ça. L'immunité accordée au président, l'immunité judiciaire totale accordée au président par la Cour suprême va naturellement s'appliquer aux autres présidents. Et ce qui fait qu'elle va, disent les commentateurs et les juristes américains, considérablement augmenter le champ des possibles pour le président. On est en train de passer d'un régime présidentiel à l'américaine qui ne ressemble pas au nôtre, où le président a beaucoup moins de pouvoir que nous, et où le président agit constamment en commun avec le Parlement, le Parlement, sinon ça ne marche pas, un présidentialisme aigu qui risque de classer le régime américain parmi celui des démocraties illibérales. Et donc, l'ensemble de la presse, conservatrice ou non, ou centre-droit ou centre-gauche, l'ensemble des commentateurs, d'abord tombent des nues devant une pareille arrêt et citent
les opinions des juges qui ont refusé de voter. Vous savez que on rend public les opinions, non seulement l'opinion de la majorité des juges de la Cour, mais les juges de la Cour qui sont minoritaires rendent aussi leur opinion. Et naturellement, il y a le juge, la juge Sotomayor a dit, c'est simple, si dans l'exercice de ses fonctions, il commandite à un commando d'aller assassiner un opposant politique, c'est dans le cadre officiel de ses fonctions, c'est pour faire passer telle ou telle loi, immunité, et ainsi de suite. Et cette opinion minoritaire balaye assez largement le champ des possibles qui donne au président des États-Unis véritablement les pleins pouvoirs, sans qu'on imagine encore ce que pourrait faire un Trump de ses pleins pouvoirs. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le système judiciaire américain a eu 4 ans pour juger une tentative de putsch et qu'il n'est pas arrivé à juger une tentative de putsch. Et que l'auteur de cette tentative de putsch se représente à nouveau et peut être à nouveau élu. Mais cette fois-ci, il sera élu avec en arrière-fond politico-juridique un arrêt de la Cour suprême qui va augmenter considérablement ses pouvoirs par rapport au Congrès. On a plus l'impression d'ailleurs d'être, mais c'est sans vouloir médire de ces pays, on a plus l'impression d'être en Amérique latine, dans des pays qui sont en effet attirés par des systèmes autoritaires. Et ce qui est sûr, c'est que cet arrêt est potentiellement porteur d'un changement de régime aux États-Unis. Et on quitterait vraiment la République des pères fondateurs, comme les Américains aiment bien s'y référer, pour autre chose qui a plus attrait avec les dérives autoritaires qui ont lieu soit en Europe, soit en Russie évidemment, soit en Chine, soit où que l'on aille, il y a en effet ce genre de phénomène. Et là, les Américains seraient vraiment concernés au premier chef par cela. Et donc, ce qui est aussi frappant, c'est que une bonne part de la réputation des États-Unis et du fait qu'ils soient à ce point le pays de la défense des libertés, etc., tenait aussi à l'équilibre des pouvoirs et tenait aussi au fait que le juge suprême, la Cour suprême, était une institution respectée et respectable. Et là, on s'aperçoit qu'elle a été totalement mise au service d'un personnage, Donald Trump, qui est celui qui a nommé une majorité de juges. Donc c'est tellement caricatural que ça ne peut pas ne pas porter atteinte au regard que l'on portera désormais sur les États-Unis. Cette situation renvoie aussi au fait que trop peu de questions sont traitées par la loi aux États-Unis et que les refus de légiférer ouvrent un champ très grand à la Cour suprême dont elle se saisit parce qu'elle est la seule instance qui peut décider sur un certain nombre de choses et en lieu et place des législateurs, en lieu et place des représentants et des sénateurs. Et ça, c'est une vraie carence du système américain que l'on retrouve sur des questions comme par exemple l'interruption volontaire de grossesse ou d'autres choses aussi graves que cela. Donc il y a aussi un problème qui a trait au législateur américain, au législateur fédéral. Et la dernière chose qu'il faut avoir en tête dans cette évolution américaine, c'est que elle ne concerne pas un président connu pour ses options libérales. Elle concerne Donald Trump qui ne fait pas mystère du fait qu'il est littéralement habité par le ressentiment, habité par un esprit de vengeance, un souci de régler des comptes une fois de retour au pouvoir, qu'il le dit, qu'il l'affirme, et qui en même temps montre dans les réflexions qui sont faites autour de lui, autant il pouvait être seul pour son premier mandat, autant pour son éventuel second mandat, il est entouré d'équipes qui travaillent beaucoup à l'élargissement du pouvoir présidentiel et qui travaillent beaucoup au fait que le président pourrait prendre bien davantage encore de décisions seul, envers et contre éventuellement le Congrès. Et ça, c'est une équipe qui est au travail, dont les travaux sont rendus publics ici et là et dont on peut avoir la certitude qu'elles seront mises en œuvre si d'aventure Donald Trump était réélu. Donc c'est ça le tableau américain d'aujourd'hui et c'est vraiment, si c'est cela d'ailleurs qui va à son terme, et ça a bien commencé si j'ose dire, eh bien c'est la victoire éclatante et la revanche éclatante de Vladimir Poutine sur un pays qui avait quand même contribué très fortement à la chute de l'Union soviétique, qui aux yeux de Poutine était la plus grande tragédie de la géopolitique moderne. Et bien, cette tragédie serait alors vengée par Vladimir Poutine. Pour terminer, un mot sur la présidence de la Hongrie, la présidence de l'Union européenne de la Hongrie. Pendant 6 mois, on a vu Viktor Orban à Kiev aller discuter avec Zelensky, parler d'ouverture de négociations pour un cessez-le-feu. Il est probable, peut-être, qu'il aille aussi à Moscou, même si rien n'a été confirmé de ce côté-là. Est-ce qu'il a une carte à jouer, Viktor Orban, dans ces négociations, Alain ?
Bien sûr, il a une carte à jouer. Donc, il n'avait jamais été à Kiev. Il est à peu près le seul dirigeant des 27 qui n'avait jamais été à Kiev. Il n'a jamais voté aucune aide militaire ou civile à Kiev. Il en a même bloqué certaines. Il s'est systématiquement opposé à la politique menée par l'Union européenne depuis 2 ans, une politique de soutien actif, économique et militaire à l'Ukraine. Et puis, il a gardé des relations privilégiées avec Vladimir Poutine. Enfin, il est ouvertement pro-russe, si vous voulez, sur la scène européenne. Et donc là, son premier geste, c'est d'aller à Kiev et d'avoir une très très longue conversation apparemment avec Zelensky. Conversation dans laquelle, selon les journaux, je cite là par exemple le compte-rendu assez détaillé qui en a été fait par le quotidien britannique Financial Times, conversation au cours de laquelle ils ont abordé comment pourrait-on imaginer une négociation aujourd'hui avec Moscou. Comment pourrait-on aborder une négociation avant même de dire, si vous voulez, avant même de trancher sur des questions de principe qui devront être abordées pendant la négociation. Alors, ça voudrait dire que les uns et les autres renoncent déjà à certains de leurs principes. Pour les Ukrainiens, reconquérir l'ensemble de leur territoire. Pour les Russes, accepter de discuter de concessions territoriales alors qu'ils ont nationalisé, qu'ils ont russifié et pris la souveraineté sur l'Ukraine et le Donbass, enfin la partie du Donbass qu'ils contrôlent. Donc c'est compliqué, mais voilà, ils en ont parlé très longtemps. Et naturellement, ça n'a échappé à personne, comme vous l'avez dit, si quelqu'un a aussi l'écoute de Vladimir Poutine, c'est Viktor Orban. Si à un moment ou un autre, parce que c'est comme ça que les négociations s'amorcent, Poutine d'un côté, Zelensky de l'autre, pensent qu'ils sont au bout de quelque chose et que oui, bon, on pourrait essayer d'imaginer dans les 6 mois ou l'année qui vient de bâtir une négociation. Alors Viktor Orban, évidemment, s'imposera comme l'homme qui est l'intermédiaire dans cette affaire. On n'en est pas là, mais c'est très intéressant de voir aussi ce qu'il a dit à Kiev, c'est-à-dire qu'il a dit à Kiev, je ne suis pas là pour revenir sur le soutien accordé par l'Union européenne à l'Ukraine, ce soutien va continuer. Et donc lui aussi a déjà fait une sorte de concession, Orban, pour se trouver dans une position acceptable pour la partie ukrainienne. Parce que s'il avait continué à être l'homme qui refuse l'aide et la grande orientation politique de soutien à l'Ukraine prise par les 26 de l'Union européenne, à ce moment-là, il n'aurait pas eu l'écoute et encore moins la confiance de Kiev. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique dans Le Monde et sur lemonde.fr chaque jeudi. Et cette semaine, vous vous interrogez sur les conséquences de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Je dis que la politique étrangère de la France, c'est d'abord l'appartenance à 3 cercles. Le cercle européen, avec le rôle actif de la France dans le projet européen depuis le début. Le deuxième cercle, c'est l'Alliance Atlantique, avec la solidarité atlantique. Et le troisième cercle, c'est la grande famille sur la Terre des démocraties libérales. Et il y en a aussi dans le Pacifique et ailleurs. Et je pense que l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir ferait que la France ne serait plus un membre actif de ces 3 cercles, ni dans l'Union européenne, ni dans la relation transatlantique où personne ne lui ferait confiance compte tenu des liens qu'il y a entre Marine Le Pen et la Russie de Vladimir Poutine. Et enfin, elle sortirait peut-être aussi de la grande famille des démocraties libérales. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission Politique le jeudi aussi, et c'est sur France 24. Merci à vous deux et à lundi pour un épisode consacré au débrief des élections législatives françaises. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.